temps de parler d'un historien auquel j'ai consacré beaucoup de temps et de passion. Et je suis toujours tout à fait heureuse de pouvoir essayer de transmettre un petit peu de ça à un public attentif et varié. Bien. Alors donc, je vais essayer aujourd'hui, dans le droit fil de cette journée qui essaye de relier l'histoire à, aux enjeux contemporains de la figure de la sorcière, de vous montrer comment l'historien Jules Michelet, donc, qui écrit au XIXe siècle et qui publie La sorcière en 1862, est en quelque sorte dans le domaine français, hein, et ça m'intéresserait d'avoir aussi des réactions de ceux qui connaissent d'autres domaines culturels pour voir s'il y a des convergences ou non. Donc Michelet, dans le domaine français, paraît, sans partialité, être vraiment celui qui a donné une impulsion décisive au mythe moderne de la sorcière. Bien sûr, il existe, avant la sorcière de Michelet, de nombreuses figures littéraires de sorcières. Et le romantisme a beaucoup joué avec le personnage de la sorcière. Bon, je n'y reviens pas pour des raisons de temps. Donc, de ce point de vue, l'œuvre de Michelet semble s'inscrire dans une longue lignée. Il n'est pas non plus le premier des historiens à consacrer une étude à la sorcellerie. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des contemporains, des historiens contemporains comme Alfred Maury, Louis Figuier, Charles Loandre, nom aujourd'hui bien oublié, publient des histoires de la magie et de la sorcellerie, des histoires de la magie et de l'astrologie. Cependant, il est bien différent de consacrer un livre aux différents types d'arts magiques, aux formes qu'ils prennent et à la place qu'ils occupent dans différentes civilisations, et de partir d'une réalité vivante, là je cite Michelet, partir d'une réalité vivante et de chercher à comprendre l'existence de la sorcière. Vous voyez, tout l'abîme qu'il y a indiqué par les titres, entre histoire de la magie et de la sorcellerie et la sorcière. Alors, je précise tout de suite, un peu plus particulièrement à l'intention des étudiants qui nous écoutent, que là, parce que je trouve souvent ça dans les copies d'étudiants lorsqu'ils me parlent de l'œuvre de Michelet, que La sorcière n'est pas un roman, hein. La place qu'a prise le roman dans notre culture actuelle fait qu'on a tendance donc à tirer cet ouvrage vers le roman, d'autant plus que Michelet est un historien un peu hérétique, ce qui l'apparente avec la sorcière. C'est un historien sorcière qui prend, surtout avec la définition actuelle de l'histoire. L'histoire au XIXe siècle était encore une discipline en maturation et donc peut-être moins strictement et méthodologiquement codée. Donc Michelet prend des libertés par rapport à ce qui nous paraît aujourd'hui être la norme du récit ou de l'étude historique. Mais en tout cas, La sorcière ne se veut pas un roman, et est clairement un essai historique. Alors, ce qui fait de cet essai une étape marquante pour la figure de la sorcière, c'est que Michelet va reprendre l'élaboration mythique de ce personnage. Et pour cela, comme à chaque fois, je pense qu'il y a création d'un nouveau mythe, bien entendu, il va s'appuyer sur des mythèmes, des éléments de mythes préexistants, notamment ceux que l'on trouve dans les livres de démonologie de la fin du XVe, du XVIe, voire du XVIIe siècle, mais en s'emparant de ces éléments de mythe pour les réinterpréter et les éclairer, leur donner, si vous voulez, des enjeux qui sont tout à fait différents de la perspective dans laquelle ils avaient été forgés au départ. Et j'ai voulu faire porter l'accent dans cette communication sur justement cet aspect de mythe moderne que Michelet va réussir à créer, à fabriquer,
Il y aurait bien d'autres choses à dire du livre, mais je vais mettre l'accent sur, en espérant avoir le temps d'aborder les 2 points, sur 2 points particuliers. Le premier étant le lien de la sorcellerie et du féminin, qui ne me paraît pas avoir été aussi fort avant que Michelet ne se mette à la tâche. Et deuxièmement, comment on va dire, l'esquisse de ce que de nos jours on appelle l'écoféminisme, c'est-à-dire le lien entre une perspective donc écologique qui dénonce l'exploitation sans frein de la nature et qui met cette exploitation de la nature en parallèle avec l'asservissement des femmes à une période donnée, puisque cet asservissement des femmes s'est renforcé avec la chasse aux sorcières, à la période de la chasse aux sorcières, et dans le prolongement de celle-ci. Là, je fais écho à des travaux qui ont démarré aux États-Unis, et des livres comme ceux de Caroline Merchant, La mort de la nature, ou de Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Alors donc, première partie, la sorcière ou le féminin. Et donc je crois qu'il n'est pas exagéré d'affirmer que Michelet a soudé la sorcière au genre féminin. Certes, au cours de la chasse aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles, les femmes étaient considérées comme particulièrement prédisposées au pacte diabolique. Et toutes les études historiques récentes ont montré que la part des femmes a été vraiment une part majoritaire dans la persécution de la sorcellerie, puisqu'on pense actuellement que parmi les victimes des bûchers ou des noyades, 80% de femmes ont été concernées, alors que seulement 20% d'hommes ont été brûlés en tant que sorciers. Mais vous voyez, il y a quand même, si on regarde les faits, un pourcentage d'hommes. Donc pour les démonologues, la sorcellerie est certes un phénomène majoritairement féminin, mais pas seulement féminin. Et Michelet, lui, va vraiment assigner à la sorcellerie le genre féminin et va affirmer que la sorcellerie est d'essence féminine. Alors pour cela, je voudrais m'attarder sur l'incipit de l'œuvre de Michelet. Michelet commence par citer des fragments de livres de démonologie. Donc Sprenger dit avant 1500, il faut dire l'hérésie des sorcières et non des sorciers. Ceux-ci sont peu de choses. Et un autre sous Louis XIII, pour un sorcier, 10 000 sorcières. Et encore un autre, c'est moi qui l'ajoute, nature, l'effet sorcière. Donc il accumule ces trois citations qui relient la sorcellerie au féminin. Mais alors que dans l'esprit des démonologues, il s'agit de souligner le manque ontologique de la femme, c'est-à-dire la faiblesse constitutive qui fait d'elle la proie par excellence du diable, eh bien Michelet va retourner le point de vue, et vous le voyez dès la fin du passage que j'ai mis en noir, c'est le génie propre à la femme et son tempérament. Donc il retourne en caractérisation positive les préjugés discriminants des juges et des inquisiteurs. Alors, certes, la féminisation de la sorcière était en cours au moment où il écrit. Dans la littérature romantique, on va trouver de nombreuses figures de sorcières femmes, sorcières, prétendues, ou dans un jeu avec cette identité de sorcière. Pensons à Esmeralda chez Victor Hugo ou à la petite Fadette chez George Sand. Mais à l'époque où il écrit, il y a encore un fort courant de sorcières, de masculinisation de la sorcellerie, notamment, je pense, revivifié par la création du Faust de Goethe. Donc quand la sorcellerie a un aspect, ou la magie a un aspect prométhéen, tout de suite on l'oriente vers la figure masculine. Donc quand je dis prométhéen, ça veut dire quand le sorcier
le sorcier magicien, là je ne fais pas la différence entre les deux, quand le sorcier magicien incarne une sorte de science qui cherche à dépasser les limites de l'humain, l'alchimie ou toute autre science, les auteurs vont lui conférer une identité masculine. Donc Faust de Goethe, ou encore un texte beaucoup moins connu d'Alphonse Esquiros de 1830 qui s'appelle Le Magicien et dont le personnage principal est un certain Auréole Ab Akek. Ou bien encore Edgar Quinet, l'ami de Michelet, qui va écrire une épopée consacrée à Merlin l'Enchanteur, dans laquelle Merlin incarne les forces progressistes de l'histoire. Alors, chez Michelet, donc, le nouveau, c'est de réunir, en somme, tous les aspects romantiques des personnages de sorciers ou de sorcières en une seule figure, qui sera la sorcière avec un S majuscule. Il réunit la sorcière diabolique et l'héroïne séduisante, la vieille strige et l'expérimentatrice audacieuse, le versant archaïque et le versant avant-gardiste, mais aussi le côté de la raison et celui de la chimère, tout cela soudé dans un même personnage. Et chez lui, le sorcier mâle est une sorte de contrefaçon du véritable personnage qui est féminin, qui est la sorcière. D'ailleurs, Michelet écrit à un moment où la sorcellerie est en décadence, le métier devient bon et les hommes s'en mêlent. Nouvelle chute pour l'art. Bon, c'est clair. Alors, le génie propre, puisque je reprends les termes de Michelet, le génie propre prêté aux femmes par Michelet reprend au premier abord un bon nombre de stéréotypes de son temps sur le tempérament, avec beaucoup de guillemets, féminin. Et la conception du genre paraît chez lui étroitement inféodée au sexe biologique. Ainsi, les attributs de la femme s'ancrent chez lui dans ses particularités physiologiques. Alors, vous voyez, j'ai mis en gras les formules qui nous intéressent ici. Par le retour régulier de l'exaltation, elle naît sibylle. Alors, le retour régulier de l'exaltation, c'est une périphrase, un euphémisme pour désigner clairement les règles qui, pour Michelet, sont le moment d'une crise dans la vie féminine, comparable à une sorte d'orage interne. Alors, regardez aussi ce que dit Michelet un petit peu plus bas, elle est voyante à certains jours. Il revient de nouveau sur les menstruations de la femme. Vous voyez, le terme est mis en italique. Or, à l'époque où Michelet écrit, dans le langage traditionnel, populaire et traditionnel, on dit qu'une jeune fille voit quand elle est réglée. Donc, lorsque Michelet dit « elle est voyante à certains jours », vous voyez, « à certains jours » nous oriente sur cette piste. Ça signifie donc que si la femme est prédisposée à la voyance ou à la clairvoyance, c'est bien du fait de sa constitution physique qui la place, une fois par mois, dans un état de crise, c'est les termes que Michelet emploie ailleurs. Et là, il faut songer, pour bien comprendre ce qui se cache derrière cette affirmation, à ce qu'est une crise étymologiquement. La crise, c'est un terme médical au départ qui désigne ce moment de la maladie où le médecin peut voir quelle va être l'évolution de la maladie, si elle va conduire à la mort ou si elle va conduire à la guérison. Donc, si vous voulez, la crise, c'est vraiment le moment où l'on voit clair dans l'évolution de la maladie. Donc, les règles, cette crise de la femme, serait ce moment qui lui donnerait une lucidité particulière. Bien, averti de la culture médicale de son temps, Michelet évoque, à propos des sorcières, les pathologies que l'on prête alors plus spécifiquement aux femmes, l'hystérie, le somnambulisme ou encore la folie lucide. Mais chez lui, il les traite moins comme des maladies, comme vraiment l'expression d'une sorte de pathologie constitutive du corps féminin. Non, pour lui, ce sont
des expressions de la profonde altérité du féminin qui serait la source d'un génie spécifique et non d'une infériorité de nature. Revenons à l'incipit, qui contient beaucoup de choses. Regardez ce qu'il dit par la suite. Tout peuple primitif a même début, nous le voyons par les voyages. L'homme chasse et combat, la femme s'ingénie, imagine, elle enfante des songes et des dieux. Et là, c'est intéressant parce que, bien que la féminité découle d'une constitution corporelle, c'est ce que nous venons de voir, elle ne tire pas les femmes vers la matérialité. Au contraire, dans la citation que je commente maintenant, c'est l'homme qui est attaché aux tâches triviales, chasser, se battre, tandis que d'emblée, la femme s'oriente vers la vie de l'esprit. Ça, c'est vraiment très frappant par rapport à une tradition d'assignation de la femme aux tâches corporelles nourricières et procréatrices. Donc, regardez les termes. Elle s'ingénie, elle imagine. Alors, s'ingénier, si je me reporte à la définition du TLF, ça signifie que faire appel à toutes les ressources de son esprit pour parvenir à quelque chose. Et s'ingénier, le terme répète aussi le terme de génie, qui figurait quelques lignes plus haut, par un effet de redondance et d'insistance. La femme a vraiment un génie propre. Alors, elle s'ingénie, elle imagine. L'imagination, c'est une faculté dont on accuse souvent les femmes de l'avoir en excès. Et ici, au contraire, alliée à ce terme auquel elle ressemble par son signifiant, s'ingénie, elle imagine, l'imagination devient au contraire une des ressources intellectuelles de la femme. La femme enfante, elle enfante, mais attention, pas ce qu'on croirait qu'elle enfante, c'est-à-dire habituellement elle procrée, elle enfante des bébés, mais non, ici, elle enfante des songes et des dieux. Donc, vous voyez comment, tout de suite, la destination de la femme traditionnelle est réorientée vers autre chose, elle enfante des songes et des dieux. Alors, dans La sorcière, Michelet reprend la thèse sceptique ou matérialiste qui est déjà bien rodée au XIXe siècle et qui inverse donc la façon, doxique de penser. Ce sont les hommes qui créent les dieux, mais ce ne sont pas les dieux qui créent les hommes. Donc, inversion du dogme religieux. Mais il introduit par rapport à cette théorie, si vous voulez, qui a déjà été défendue par Feuerbach ou par bien d'autres plus tôt, il introduit une précision de poids, c'est-à-dire ce ne sont pas les hommes au sens général qui créent les dieux, mais c'est la femme qui va créer les dieux. On pourrait croire que finalement ça revient à lui faire porter le poids de quelque chose, c'est-à-dire dans la perspective où la religion est aliénante, si c'est la femme qui crée les dieux, voilà, c'est elle qui est du côté de l'illusion religieuse aliénante. Mais attention, Michelet n'est pas quelqu'un c'est un anticlérical, mais c'est pas quelqu'un qui est anti-religieux. Toute sa vie, il va défendre l'idée de la nécessité d'une dimension, du maintien d'une dimension. Alors, si on dit religieuse, on tire cela vers le dogme, mais c'est pas ça dans son esprit dont il est question. La religion, c'est vraiment l'idée que le maintien d'une forme de sacralité dans les sociétés modernes serait important. Par exemple, puisque je vois que le temps passe et je crains de ne pas pouvoir m'attarder beaucoup sur cet aspect, mais le maintien d'une sacralité de la nature lui paraît important parce que la sacralité, c'est ce qui met des barrières. C'est ce qui décrète qu'il y a des limites dans justement l'ambition et la pratique humaine. Alors, par exemple, cette nécessité de maintenir une religion ou une sacralité, on peut la comprendre comme cela. Il y a des choses dont on doit continuer à percevoir, en somme,
le caractère tout autre, on dit souvent que le sacré c'est le tout autre, c'est-à-dire le fait que ces choses-là dépassent la dimension humaine et que l'humanité doit continuer de les respecter. Donc dans le fond, la femme, elle serait celle qui, si on en croit son génie propre, comme il dit, serait indispensable pour maintenir ce lien avec un type de sacré qui resterait sans doute à discuter, à débattre. Michelet n'est pas quelqu'un qui veut l'imposer autoritairement. En tant que créatrice des dieux, la femme a d'ailleurs un rôle émancipateur. Regardez la suite de ce que je commentais. Elle a l'aile infinie du désir et du rêve. Alors, émancipateur, avec ce terme d'aile, on voit bien que ce n'est pas elle qui emprisonne l'humanité dans la religion, mais c'est elle, au contraire, qui va donner à l'humanité, aux humains, disons, cette faculté précieuse de se projeter ailleurs, de dépasser et de relativiser le réel. Donc, la femme est celle qui finalement va introduire ce décalage entre le présent, dans lequel la partie masculine a l'air engoncée, en chassant et en combattant, et l'au-delà ou l'ailleurs, ce que la réalité peut être autrement. Alors, ce faisant, ça donne à la femme un rôle absolument capital. La femme est ce qui engage les humains dans la voie de l'histoire, c'est-à-dire de la transformation de la réalité. Et là, Michelet le dit plus loin, dans une phrase capitale, il compare la Sibylle antique, qui est l'ancêtre de la sorcière, et la sorcière moderne. Alors, dans un premier temps, il va dire que la Sibylle, elle est belle, elle est rayonnante, elle apparaît en public, donc elle semble, au premier abord, beaucoup plus haut que la sorcière, qui, elle, se cache et est persécutée, est une vieille femme souvent considérée comme un peu inquiétante et répugnante. Mais regardez, par la suite, il va inverser cette apparence en disant que la sorcière, dans le fond, est bien supérieure à la Sibylle, la sorcière moderne. La Sibylle prédisait le sort et la sorcière le fait. C'est la vraie différence. Elle évoque, elle conjure, opère la destinée. On a de la musique ? C'est agréable. Donc la sorcière est le prototype, en somme, de l'homme qui prend son destin en main et qui va pouvoir faire son histoire. Et puis, dernière formule importante de cet incipit, pour mieux compter les temps, elle observe le ciel, mais la terre n'a pas moins son cœur. Les yeux baissés sur les fleurs amoureuses, jeunes et fleurs elles-mêmes, elle fait avec elles connaissance personnelle. Femme, elle leur demande de guérir ceux qu'elle aime. Là encore, vous voyez, la femme voit vraiment son rôle mis en avant, c'est même trop peu dire. Alors non seulement elle fait l'histoire, mais c'est elle qui est en quelque sorte la créatrice d'un monde humain. Dans cette phrase, elle regarde le ciel, elle regarde la terre, elle ouvre en quelque sorte une dimension cosmique. Alors, elle regarde le ciel pour mieux compter les temps. On revient à l'image des règles. Donc, pour savoir où elle en est de son cycle menstruel, elle regarde le ciel. Mais, je veux dire, on dépasse de loin la dimension biologique. La femme tourne les yeux de l'homme vers le ciel. Et la femme tourne les yeux de l'homme vers la nature, vers les fleurs. Là, sur un principe d'analogie, les fleurs ont un rapport avec elles. Michelet n'est pas... dans d'autres œuvres, il répétera que la fleur est l'organe génital de la plante. Donc, la fleur est forcément amoureuse à cause de cela. Et la femme va faire connaissance personnelle avec les fleurs.
Alors, surveillant ma montre et voyant que je n'ai plus beaucoup de temps, encore 10 minutes. Je vais juste prolonger cela en disant que cette femme-là, d'emblée, elle est orientée vers un type de pratique, le soin, elle guérit ce qu'elle aime, et un type de savoir, elle fait avec elle connaissance personnelle. Alors cela, Michelet va beaucoup le développer, c'est-à-dire le fait que la femme est à l'origine de la libido sciendi et de l'exploration de la nature et du savoir sur la nature. Mais là, il y a une différence capitale qu'il introduit, c'est sur le type de savoir que la femme va développer vis-à-vis de la nature. Et la sorcière de Michelet va faire une sorte va développer une opposition implicite entre la science dont est porteuse la sorcière et la science moderne, qui objective et réifie la nature. La science que Michelet voit fleurir au XIXe siècle, à laquelle il n'est pas opposé fondamentalement, c'est quelqu'un qui admire et respecte les découvertes scientifiques, mais qui est inquiet de cette réification et objectivation de la nature que la science moderne opère. Et avec la sorcière, il va proposer le modèle alternatif d'une science qui n'objective pas la nature, mais qui respecte dans les éléments naturels que la science prend en considération, quelque chose qui serait de l'ordre du sujet aussi, ou en tout cas qui ne ferait pas cette partition entre le savant qui est le seul sujet et l'objet naturel qui serait réduit à un pur objet. Vous le voyez ici. Elle fait avec les plantes, les fleurs, connaissance personnelle. On pourrait citer le jeu de mots de Claudel. La connaissance est une co-naissance, avec un trait d'union. Ici, la connaissance qu'incarne la sorcière est bien une sorte de reconnaissance de la co-appartenance à un monde commun. C'est-à-dire que connaître, c'est prendre conscience qu'on appartient à ce monde commun et qu'on est né ensemble, on a une co-naissance dans ce monde. Alors, pour terminer peut-être 2 mots de ce que Michelet dit de la répression de la sorcellerie, Michelet il y a une particularité dans ce livre qui est troublante. Toute la deuxième partie de la sorcière est consacrée à la répression de la sorcellerie. Michelet va insister donc sur, bien sûr, Non, attendez, ça fait partie des choses que j'ai coupées. Mais Michelet va insister bien sûr sur l'horreur de la répression et sur le nombre des victimes et le caractère effroyable du supplice, comme vous le voyez ici. Donc c'est bien présent dans le texte, mais ce qui peut troubler, c'est que finalement, il n'insiste pas tant que ça sur le bûcher, et il va plutôt transposer le châtiment pour faire apparaître un autre châtiment qui serait par excellence celui qu'on va appliquer aux femmes. Et cet autre châtiment serait l'enfermement. L'enfermement qui va revenir comme un leitmotiv dans son texte. Et le bûcher, finalement, ça serait pour lui, alors bon, je laisse à chacun apprécier ce qu'il en est, mais ça serait pour lui encore moins horrible que ce à quoi certaines femmes se sont trouvées confrontées, c'est-à-dire l'emmurement dans le cachot, dans l'in pace, comme on dit, de l'Église. Et il décrit ce châtiment d'une manière horrible. Vous êtes déjà dans la bière ou dans une petite loge de pierre au mur moisi. Les plus heureux sont ceux qu'on tue. L'horreur, c'est l'in pace. C'est ce mot qui revient sans cesse comme une cloche d'abomination qu'on sonne et qu'on ressonne pour désoler les morts vivants, ceux qui sont dans le cachot, toujours le même, emmurés.
Et à plusieurs reprises, il montre des sorcières donc qu'on voulait d'abord, avant de les brûler, emmurer. Alors pourquoi, et je terminerai là-dessus, pourquoi ce déplacement de projecteur sur un autre type de châtiment? Je pense que c'est parce que ça sert justement à Michelet, dans la perspective de dénonciation de l'oppression subie par les femmes, à établir une continuité entre la chasse aux sorcières et ce qui va suivre la période de la chasse aux sorcières, qui se termine, il y a encore quelques bûchers plus tard, mais qui va se terminer plutôt, qui va s'atténuer à partir du milieu du XVIIe siècle. Michelet enchaîne sur un autre type d'oppression des femmes qui apparaît donc dans le prolongement. Et cet autre type d'oppression des femmes, c'est l'enfermement des femmes dans les couvents. Alors, il montre que, à la suite de la contre-réforme, ce mouvement de reconquête catholique, il y a un développement des ordres religieux et que ce développement des ordres religieux va coïncider avec un enfermement massif des femmes. Donc, après, si vous voulez, la campagne contre les sorcières, l'accalmie n'est que illusoire, en somme, et c'est prolongé par cet enfermement des femmes dans les couvents qui dénoncent tout à fait, je m'arrête bientôt, qui dénoncent tout à fait, de manière tout à fait nette et ferme. On pourrait dire même que cet enfermement des femmes, il continue sans doute dans son esprit jusqu'à la période où il écrit. Donc vous voyez, il est historien, mais il est un historien qui va penser en fait la répression contre la sorcière comme simplement le symptôme le plus évident d'un asservissement de la femme qui est destiné à se prolonger et qui n'est pas terminé au moment où il écrit, parce que le 19e siècle, 1862, le moment où il publie La sorcière, c'est un moment où encore les congrégations féminines sont extrêmement développées. Mais au-delà de cet aspect religieux, Michelet pense sans doute aussi à tout l'enfermement de la femme dans l'espace domestique. Et pour terminer, je voudrais faire le lien avec un texte pas si lointain dans le temps de La sorcière. Et pour faire un petit clin d'œil aussi à Myriam Boussaba-Bravard, c'est un texte, la nouvelle de Charlotte Perkins Gillian, qui s'intitule « Le papier peint jaune », qui date de 1892, qui est aussi connue en français sous le titre « La séquestrée », et qui est une nouvelle dans laquelle une femme qui vient d'accoucher et qui est dépressive à la suite de cet accouchement se retrouve enfermée dans sa chambre et qui va vivre cet enfermement comme... cet enfermement va la conduire à devenir presque folle en voyant sur les murs du papier peint jaune de sa chambre, tapissé de papier peint, des figures qui vont envahir de plus en plus son esprit. Et je trouve qu'il y a une continuité entre... la place que Michelet donne justement à ce châtiment de l'enfermement et la façon dont des femmes de la même époque ont pu vivre leurs conditions comme une condition justement de séquestrer. Je m'arrête et je vous remercie.